Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Merci Laetitia pour ces propos introductifs, merci Emmanuel d'être là. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que pour moi c'est une première fois. En effet, comme l'a dit Laetitia, je suis réalisateur d'un documentaire, donc c'est pas du tout mon métier. Donc si vous me voyez un peu bégayer, lire mes fiches, c'est normal. De le dire, ça me détend un petit peu, et voilà, ça va bien se passer. Emmanuel nous sert un verre d'eau, donc on va passer un bon moment. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, Emmanuel. D'abord parce que le sujet de l'accompagnement de fin de vie et de l'aidance, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je pense dans le public aussi. Et aussi même égoïstement et simplement parce que passer une heure de temps avec vous, on n'a pas tous les jours la chance de faire ça, donc je vais pouvoir vous poser quelques questions. On va prendre 45 minutes pour que je puisse poser un certain nombre de questions que j'ai préparées. Et ensuite, si vous êtes d'accord, on pourra prendre des questions du public sur une trentaine de minutes. Et après, je crois qu'il y aura un petit pot après. Emmanuel, même si je pense que la plupart des personnes dans la salle vous connaissent, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots et vous présenter avec vos mots, nous dire qui vous êtes? Ouais, avec plaisir. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci Victor de tes mots de bienvenue. Je nous souhaite une belle discussion autour de ce sujet qui est pour moi, Laetitia l'a dit, quoi. Ça fait 10 ou 15 ans qu'on travaille un peu ensemble et puis j'ai la chance, le privilège d'avoir une expérience en soins palliatifs dont on va sûrement parler. Et donc voilà, je suis né dans les Alpes, j'ai grandi une partie de mon enfance, de mon adolescence dans les montagnes, et puis je les ai quittés pour des raisons de travail. J'ai eu la chance d'avoir 3 enfants, j'ai la chance d'avoir une femme qui est psychothérapeute et qui se fout pas mal de ce que je fais, mais qui s'intéresse à mes rêves quand je me lève le matin au petit déjeuner. Voilà. Et puis pour le reste, j'ai rencontré plein de gens formidables dans ma vie et on a essayé de faire bouger deux, trois choses. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Je m'occupe, pour simplifier, de remettre les données humaines, environnementales, climatiques dans la comptabilité mondiale. Et on est très nombreux à s'occuper de ça et ça avance plutôt bien, il serait temps d'ailleurs. Et ça avance plutôt plus vite qu'on aurait pu le penser. Voilà. Et du coup, vous en avez parlé un peu, vous avez grandi en montagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le petit Emmanuel, il vivait dans quel environnement, justement, nous en dire un peu plus qui il était, c'était quoi l'environnement dans lequel il a grandi? Parce que je sais que ça a un fort impact sur Ouais, votre vie. ouais, bien sûr. Bon, sans faire de pub, mais j'ai déjà écrit 2 bouquins qui évoquent ça, et puis un troisième quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, j'ai l'impression d'avoir une enfance heureuse. J'étais l'aîné de 3 enfants, qui a été très marquée par la nature. 3 ans, j'étais en camping dans la montagne avec mes parents, j'ai découvert les nuits à la benne, etc. Donc, je pense, qui m'a profondément marqué, c'est ce lien avec la nature, qui m'a presque guidé, enfin à vrai dire, qui m'a ouvert sur une dimension spirituelle. C'est-à-dire que c'est par la nature que je suis arrivé à expérimenter de façon à l'âge de 7 ou 8 ans sur une piste de ski déserte, avec simplement des rayons de lumière dans la neige. J'ai eu le sentiment qu'il y avait un lien avec quelque chose qui me dépassait complètement. Et ça continue à m'habiter aujourd'hui, donc je pense que c'est une bonne partie de ce qui a pu me guider là où je trouve de la vie et là où j'essaye d'en mettre dans ma vie. Ouais. Et du coup, ça, c'était le petit Emmanuel. Entre-temps, il a quand même un petit peu grandi. Est-ce qu'il y a eu tout au long de votre parcours des événements, des étapes de vie qui ont construit le Emmanuel d'aujourd'hui, au-delà de d'où vous venez?
mais sur ce chemin de votre vie, est-ce qu'il y a eu des grands moments qui vous ont particulièrement construit? Ouais, il y en a eu plein. D'abord la séparation avec la montagne, que je vis aujourd'hui plus intérieurement que au sens de la présence même, mais que je continue à fréquenter. Il y a eu la maladie de mon frère quand j'étais étudiant, qui a été une grosse bascule parce que on était très très proches et pour moi cette maladie aurait pu nous couper. Il a été hospitalisé en hôpital psychiatrique. Et en fait on a, je sais pas, inventé une vie ensemble qui s'est prolongée jusqu'à sa mort quand il a eu 43 ans. Donc ça m'a profondément marqué, ça a marqué, dessiné des parcours personnels, familiaux, etc. Ce premier bouquin que j'ai écrit quand j'avais 26-27 ans, qui était publié par Hachette et qui était un bouquin un peu de révolte contre ce que je voyais. Moi j'étais en banque d'affaires, je conseillais des OPA, des trucs et des machins, je gagnais déjà beaucoup trop d'argent. Et je voyais à quel point déjà l'argent, le pouvoir, la gloire étaient des choses qui rendaient vraiment prisonnier. Je voyais des personnes qui avaient le double, parfois le triple de mon âge et que je sentais extrêmement prisonnière ouais, dans une forme de régression, quoi, vis-à-vis de l'addiction à ces éléments-là. Et ça a profondément construit en moi mais l'envie très très profonde d'essayer de rester libre par rapport à ça. Et ça a de nouveau dessiné d'autres choses. Puis ensuite, il y a eu ma rencontre avec Danone, et puis ensuite plein d'autres choses chez Danone. Et puis il y a eu l'arrivée de notre première fille. Pour moi, la nuit où elle est arrivée, a transformé ma vie, parce que moi, il y avait un petit être qui allait véritablement dépendre de moi pendant un certain temps. Maintenant elle fait plein de choses, elle chante. Et puis voilà, puis la vie est comme ça, quoi. Donc mais il y a eu aussi la rencontre avec les soins palliatifs dont on parlera sûrement, parce que ça a été une rencontre à la fois intuitive, choisie, assumée, une vraie expérience et dont je continue à puiser, enfin, dans cette richesse tous les jours. Ouais. On reviendra un petit peu sur les soins palliatifs après, mais avant justement j'aimerais qu'on évoque, parce que c'est les deux thématiques. Vous avez parlé de votre frère Dominique, et vous avez eu un rôle avec lui qu'on ne nommait pas forcément à l'époque, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Récemment, il y a eu, je crois, la journée mondiale de l'aidance. Il y en a plus de 10 millions en France. Il y en a sûrement dans la salle, ou vous en connaissez sûrement. L'aidance, c'est ces personnes qui accompagnent des proches touchés par une perte d'autonomie, qu'elle soit liée à handicap ou à la maladie. Est-ce que justement vous pouvez revenir sur ce rôle que vous avez joué et quelle implication ça a eu sur votre vie et sur vous? Oui, la schizophrénie, c'est encore un tabou aujourd'hui. D'ailleurs, faites des films, en général, ce que le cinéma donne à voir sur la schizophrénie, c'est plutôt une caricature, un repoussoir, ça fait peur, etc. Et je le comprends. Hein. Et pour moi, je faisais de la montagne avec mon frère, on était encordés et j'allais pas couper la corde, quoi. Donc il est parti et je suis parti avec lui. Et ça a été incroyable. C'est encore une aventure qui m'habite encore aujourd'hui, enfin tous les jours, parce que je suis allé au contact de l'altérité, quoi. J'allais dire la vraie, c'est-à-dire quand vous comprenez pas ce que les gens disent, ce qu'ils pensent, comment ils pensent. Et j'ai découvert un langage autre, que ce soit la schizophrénie, la bipolarité et d'autres pathologies qui en fait interrogent la question de normalité. Ça veut dire quoi être normal, quoi. Interroge des espèces de principes dans lesquels, sans doute, des visions étriquées avec lesquelles on s'est construit pour arriver à ne pas avoir trop peur. Parce qu'une partie de cette question de ces pathologies d'identité, c'est qui suis-je
Et quelle est la limite entre moi et le reste du monde. C'est ça qui est terrorisant dans la schizophrénie. Enfin, je ne veux pas généraliser, mais c'est cette perméabilité de la personne. Mon frère me demandait si j'entendais ce qu'il entendait dans sa tête, quoi. Si je voyais ce qu'il voyait, qui était ce qu'on appelle hallucination, mais lui, il les voyait, c'était sa réalité. Et moi, je suis assez dans la phénoménologie, c'est-à-dire je ne crois pas tellement à l'existence en dehors de l'essence et de l'essence en dehors de l'existence. Je crois que c'est dans l'instant même et que la réalité est intuitive, enfin, elle est intuitive, elle est personnelle, elle est personnalisée, elle est... et que la rencontre de l'altérité, elle se fait en acceptant la réalité de l'autre, quoi. Sinon, il n'y a pas de rencontre. Et donc cette porosité de l'identité, qui est à la fois terrorisante, mais en même temps, c'est une incroyable ouverture vers autre chose, vers cette connexion à laquelle moi j'ai pu... je sais pas, que j'ai pu toucher avec Dominique et avec d'autres personnes autour de lui. Que je trouve incroyablement riche, presque vertigineuse d'une certaine façon, mais qui remet en cause tellement de limites, de barrières, de normes. Et du coup, comme lui a eu des rémissions, il a eu plusieurs crises et donc des hospitalisations, etc., il a eu aussi une vie, je dirais, comment dire ça, nettoyée de tous ces sujets normatifs. Et il avait une capacité d'empathie avec les gens qui était absolument extraordinaire. Et du coup, il traînait dans la rue à 4 h du matin avec les éboueurs, à 9 h du matin pour faire traverser les petites dames qui allaient faire les courses. Il allait avec sa guitare jouer à la maison de retraite le soir. Il s'occupait... bref, on vivait dans un bout de banlieue ouest parisienne. Il avait une connexion avec les gens qui m'a entraîné à ce que, à la maison, au petit-déj, il y avait des gens qui parfois débarquaient avec lui et qui n'avaient pas de domicile, qui vivaient dans les bois. Et nous, on était avec nos gamins de 3 ans. Et ça les ouvre à des choses que moi, je crois assez importantes, quoi. Donc, j'ai eu... le parcours de Dominique m'a entraîné dans des expériences qui m'ont marqué à vie. Et c'est à la fois extrêmement difficile, c'est poignant parce que c'est quelqu'un que vous aimez et qui souffre, et en même temps vous rencontrez d'autres souffrances, mais vous rencontrez en même temps de la joie, des trucs extrêmement simples que, là encore, les grands boulots avec des grandes étiquettes en haut des grandes pyramides vous amènent parfois à oublier, quoi. Donc voilà. Et vous le dites, tout ça, ça n'avait pas eu un impact que sur vous, mais aussi sur... votre famille, même vos enfants petits, ouais. Ça les a aussi, ça fait partie aussi de leur construction. Ils ont aussi été en contact. Ouais, y compris dans la façon dont aussi on partait en vacances, ce qu'on y faisait, les gens qu'on rencontrait. On a fait quelques voyages en famille dans des pays un peu lointains. Moi, j'ai été basé en Asie pendant 4 ans, donc quelques vacances scolaires se passaient là-bas, etc. Et on est allé dans des orphelinats à Manille, on est allé voir du microcrédit. Pour moi, c'est important qu'ils aient pu se frotter à d'autres formes de réalité, à ne pas les laisser dans des angles morts ou des espèces de terreurs que ça peut créer, parce que c'est des modèles différents, et de voir qu'il y a d'autres façons de vivre, mais qui sont aussi une vraie vie, quoi. Elle est juste différente, elle est peut-être plus dure par certains côtés, mais voilà. Donc ouais, ça fait partie de ce qu'on a eu envie de leur partager, et c'est allé assez loin. Je le partage juste simplement parce que je pense que c'est... Nous, on a eu, j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais au total, j'ai gagné beaucoup plus d'argent que on en avait besoin, et c'est comme ça qu'on s'est mis à aider Elébor et d'autres initiatives qui nous semblaient utiles. Mais parmi les trucs qui sont passés, on avait une très très grande maison le long d'une forêt, etc. Les enfants ne vont pas en hériter. Ils en ont un petit bout d'usufruit avec une donnée, ça va se terminer. Et comme ils s'en servent pas en ce moment, c'est une asso qui s'occupe d'accueil de personnes de la rue, qui l'occupe depuis 10 ans, et c'est incroyable, parce qu'ils vivent, on a laissé nos meubles, on a tout laissé, les chambres, etc. Et la maison continue à vivre. Et pour nous et pour eux, c'est une façon, pour cette maison dite de famille, d'être transmise à des gens qui en ont bigrement plus besoin que eux, quoi.
Et c'est leur liberté de continuer à faire ça, ou un jour d'aller y retourner, mais quoi qu'il arrive, au bout du bout, cette maison finira par contractuellement arriver dans le fonds de dotation. Nous aussi, on a créé un petit fonds de dotation familiale. Simplement parce que, de nouveau, je ne veux pas encombrer avec ce qui a été ma vie, leur choix de vie à eux. Je vois tellement de gens qui sont prisonniers de l'héritage quand il est trop important, quoi. Qui déchirent des familles. Voilà. Donc c'est pour dire, c'est un choix perso, mais ce choix, il a été évidemment guidé par tout ce qu'on se dit depuis un quart d'heure, dans ma propre expérience de comment, non pas une forme de vulnérabilité, mais simplement de simplicité, quoi, permet de se connecter de façon tellement riche à d'autres dimensions de richesse humaine. Du coup, on a parlé de l'aidance et on peut parler un peu plus des soins palliatifs. En soins palliatifs, on prend soin des personnes qui sont justement très vulnérables. Vous le savez, car vous l'avez dit, vous avez été bénévole pendant 2 ans, je crois, dans un établissement en Île-de-France. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période? Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment les soins palliatifs sont venus à vous? Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir bénévole? Eh bien, je ne sais pas très bien. Je suis tombé sur un bouquin en rentrant d'un long périple que j'avais lu une première fois, qui était La Cité de la Joie de Dominique Lapierre. Je l'ai relu, j'ai trouvé ce livre incroyable. J'ai d'ailleurs écrit à Dominique Lapierre et je l'ai rencontré quelques mois après. Il habitait à Boulogne. Je me suis dit, j'ai envie de vivre ça. Et donc, j'étais déjà directeur financier de Danone à l'époque. On avait plein de business en Asie, j'allais assez régulièrement en Inde, et j'ai décidé de partir comme bénévole pendant 1 semaine dans un foyer des Sœurs de Mère Teresa, dans un bidonville du nord de Delhi. Voilà, c'est une aventure absolument incroyable. Mais je ne sais pas comment ils sont venus à moi. Ce qui m'a frappé, parce que j'ai eu aussi la chance de vivre en Algérie pendant 1 année scolaire avant ma première. Mon père était coopérant là-bas et on est parti le rejoindre pendant 1 an. On a quitté le village et tout. C'était incroyable et j'ai découvert des modes de vie complètement différents, plus simples, etc. Et j'ai vu la joie, malgré la pauvreté, malgré la vulnérabilité. Et je l'ai retrouvé au milieu de misère absolument hallucinante et de souffrance absolument hallucinante. Mais cette joie, j'ai pu la toucher, quoi, du doigt dans ce foyer de Majnou Katila, qui est le grand bidonville du nord de Delhi. À tel point que j'y suis retourné 2 ans après, passer juste un week-end, parce que j'étais au conseil d'une société cotée à la bourse de Bombay. Et donc je passais pour 1 journée et demie, j'ai fait le détour par Delhi pour pouvoir aller passer 24 heures de nouveau avec les gens que j'avais rencontrés. Certains n'étaient plus là, évidemment, mais certains, en particulier, étaient là, avec qui j'avais noué des liens la première fois. C'était extraordinaire. Donc voilà comment les soins palliatifs sont venus à moi. Et en rentrant en France, je me suis dit, j'ai pas envie de quitter ça, quoi. Et au fond, est-ce que je peux prolonger cette expérience-là dans ma vie quotidienne? Et c'est ce que j'ai fait. Donc il n'y avait pas beaucoup d'internet encore à l'époque, mais il y avait 2-3 structures qui proposaient ça, dont les Petits Frères des Pauvres. Ils faisaient une formation. Je suis parti en formation. J'ai passé les tests psycho, machin et tout le reste. Et moi, je voulais faire de l'hôpital plutôt que du soin à domicile. Et donc, je me suis retrouvé dans un service de soins palliatifs à l'hôpital de Puteaux, qui était un truc extraordinaire, parce qu'en plus, c'est dirigé par une chef de service qui avait vraiment l'idée d'une vocation sociale de ça. Donc, il y avait plein de gens qui étaient des anciens SDF, des immigrés qui venaient mourir là, ou d'ailleurs certains qu'on arrivait à renvoyer au bled et qui mouraient là-bas parce que c'était ça leur projet. J'ai même vu des prisonniers qui étaient là avec les flics devant la chambre, mais qui étaient quand même là, qui avaient été sortis de prison pour ça. Donc des expériences humaines absolument incroyables, quoi, pendant ces 2 années. J'y allais tous les vendredis après-midi.
D'ailleurs, on peut faire une petite pub pour le bénévolat en soins palliatifs. Absolument. Allez-y. Pour avoir passé beaucoup de temps en unité de soins palliatifs, c'est des personnes de la société civile, donc comme vous et moi, qui peuvent aller passer du temps avec des patients. Et franchement, c'est des expériences, c'est hyper accessible. On peut en avoir peur, mais franchement, c'est des trop belles expériences. Et je pense que vous en êtes convaincus. Mais il y a des structures un peu partout en France, ils recherchent des bénévoles, et pas que des personnes retraitées, aussi des plus jeunes. Moi, ce que je peux dire, pardon là-dessus, Victor, si je peux, c'est j'avais mis le vendredi après-midi parce que je continuais de ressentir quand arrivait le week-end que je débarquais avec mes 2 BlackBerry, ma liste de trucs à faire, etc. Les jeunes, là, nos 3, sortaient de l'école et on démarrait le week-end et j'avais l'impression d'un choc, quoi, de rentrer en permanence, d'ailleurs le soir, etc., quand je rentrais de voyage et qu'on se retrouvait. Et j'ai mis ça le vendredi après-midi, parce que pour moi, c'était un sas. J'avais ce sas de midi à 6h, 4h, où j'étais sur une autre planète, quoi, dans un autre monde. Et je sortais de là, mais j'étais reposé, calmé, avec une capacité à mettre du recul sur ce que j'avais vécu, le stress de ce qu'est la direction financière d'une boîte de 50 milliards de capitalisation. Et ouais, ça remet tellement les choses en place, quoi. Ça vous permet, moi, ça m'a tellement permis de remettre les choses en perspective, juste de s'arrêter, de respirer, quoi, d'être là, de se sentir vivant. Vraiment, je trouve ça en montagne, en grimpant, en alpinisme, mais je trouve la même chose dans les soins palliatifs, avec quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que le temps n'existe plus. C'est-à-dire que la plupart de ces rencontres, c'est des rencontres, les personnes, l'espérance de vie dans ce service, c'était 3 semaines, quoi. Donc quand je partais 15 jours en voyage, il y avait les 2 tiers des personnes qui étaient mortes entre-temps. Et il y avait 13 lits, donc c'était un petit service, hein. Mais les relations qui étaient tissées, il était clair de part et d'autre que c'était des relations qui n'étaient là, qui n'avaient de valeur que dans l'instant, quoi. Vous les consommiez sur le moment. C'était pas en vue d'un avenir, quoi. De toute façon, ça allait se finir. Et ça ouvre des espaces de liberté dans ce qui s'exprime, dans ce qui se vit, dans les silences, dans les touchés, dans les regards, qui sont incroyables. Il y a une densité d'humanité dans ces expériences que j'ai vraiment eu du mal à trouver ailleurs, quoi. Donc vraiment, c'est une recommandation de vie. Allez-y, ça va vous remplir pour le reste de la semaine, quoi. Si vous voulez passer de bons week-ends, vous posez votre vendredi après-midi. Absolument. Et vous allez faire ce petit sas de décompression. Et en plus, ce que vous dites aussi dans le livre et que j'aime beaucoup, c'est que on le fait, bien évidemment, ça apporte aux patients, mais ça nous a, comme vous le dites, ça nous apporte à nous, enfin aux bénévoles. Le bénévole, il reçoit aussi, il reçoit beaucoup. C'est dans les 2 sens. Oui. Moi, je suis même allé plus loin. Je me suis arrêté parce que je pense que le marché n'était pas équilibré. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je me suis aperçu que les expériences que je vivais, et j'étais pas le seul, hein, parce qu'après il y a des groupes de parole, on débriefe, on transmet, etc. Enfin, c'est pas les vacances, hein. On participe aussi parfois aux transmissions d'équipes, hein, quand les équipes ont des décisions à prendre sur des évolutions de soins, sur éventuellement laisser la mort arriver. Enfin, les bénévoles font partie de ça. Et puis on n'est pas seulement là pour les patients, on est là pour aussi les équipes soignantes qui ont besoin d'un tiers ou 2 tiers dans un métier dans lequel ils sont confrontés à la mort tous les jours. Et c'est pas simple. Et du coup, on est aussi là pour ça. Donc pour les familles qui sont là et où le bénévole peut servir de tiers aussi par rapport au personnel médical. C'est plus facile de poser des questions à quelqu'un de la société civile, entre guillemets, qu'à quelqu'un qui est en blouse et qui détient les clés de la vie et de la mort, ou dont on pense qu'il détient les clés de la vie et de la mort d'un proche. Donc c'est un rôle assez écosystémique, ce rôle de bénévole. Mais moi, en tout cas, je l'ai vécu avec une assez grande légèreté, et j'ai trouvé qu'il y avait pour le dire comme ça, je recevais tellement que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai risque que je sois dans l'appropriation de cette relation. J'y allais parce que ce que je recevais de cette relation, à la limite, ça me paraissait indécent
au regard de ce que j'étais capable, moi, d'apporter à ces personnes, parfois juste en restant en silence auprès d'elles, ou parce qu'elles me prenaient la main, ou parce qu'on discutait du printemps qui arrive, ou de je sais pas quoi. Et donc, ouais, je suis... Comment? Je dis ça parce que la relation d'aide, c'est une relation réflexive. Et il faut être bien, bien... Je veux dire, le complexe du sauveur de je vais sauver le monde et je fais ça et je me sacrifie et tout, faut grandir, quoi. Je comprends très bien qu'on passe par là. Moi, je suis passé par là, sans doute vis-à-vis de mon frère aussi, mais je me suis pris des claques dans tous les sens sur ce sujet. Donc, je suis absolument persuadé, je l'ai écrit, je leur dis, voilà, je suis convaincu qu'en aidant les autres, on s'aide d'abord soi-même. D'abord soi-même, il faut être super clair. Si on n'est pas conscient de ça, il y a des relations de transfert qui sont super néfastes pour tout le monde, ça crée de la dette et tout un tas d'autres choses. Donc, je pense que c'est aussi un apprentissage, c'est à ça aussi que servent les groupes de parole, c'est à ça que servent les groupes de débrief, bon, etc., etc. Et du coup, pour moi, un des points de différenciation entre un aidant d'un proche auquel vous êtes en fait lié, moi, le choix d'aider mon frère ou de ne pas l'aider, bah, franchement, oui, on avait une corde, quoi, pour ne pas dire un cordon ombilical entre nous, quoi. Mais ensuite, aller passer tous les vendredis après-midi, 4 heures avec des gens, c'est un choix, quoi. C'est un luxe. Moi, c'est celui que j'ai eu aussi à Majnou Katila, dans ce foyer de Mère Teresa. Ils n'avaient pas choisi d'être là, moi, j'avais choisi, quoi. Donc, il faut être aussi assez lucide sur cette question-là, ce qui n'empêche rien, de mon point de vue, et au contraire, hein, en essayant d'avoir cette vigilance, de vivre des moments absolument extraordinaires. Oui. Et justement, si on repense à cette période, cette bulle de 2 ans, est-ce qu'il y a des moments particuliers qui vous viennent en tête, là, quand vous, justement, des choses très concrètes, un souvenir ou une rencontre d'une personne qui vous a marqué particulièrement? J'ai eu le privilège de rencontrer, je pense, à peu près 200 personnes sur ces 2 ans. J'ai tous leurs prénoms dans un petit carnet. Pour moi, elles continuent à vivre d'une certaine façon, quoi. D'ailleurs, je n'efface jamais les numéros de téléphone des gens qui sont morts autour de moi, et il y en a un certain nombre. Parce que pour moi, je ne sais pas où ils sont et j'en sais rien, mais au bout du bout, la vie continue à être là d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, c'est des relations extrêmement vivantes. Et qu'est-ce que je peux dire? Comment dire? Chaque chemin est tellement unique. Cette femme parce que ce qu'on voit en soins palliatifs assez souvent, d'abord c'est le déni. Qu'est-ce que je fais là? Moi je suis pas malade, ou pourquoi je suis là, ou pourquoi les médecins ils arrêtent de me soigner. Enfin, le déni, en fait, je suis pas à la bonne place. Et puis ensuite c'est la colère, et puis ensuite c'est le désespoir, et parfois la vie laisse du temps pour qu'il y arrive une espèce de projet de fin de vie, qui peut être de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois parfois. C'est clair, hein, cette courbe-là, parfois elle se passe super vite sur certaines étapes, et puis plus longue sur d'autres, mais elle est là. Et dans cette dernière étape, il y a des moments, il y a des trucs incroyables. Cette femme donc, qui me dit j'aimerais tellement voir le printemps avant de mourir. Et je pars 15 jours, je reviens, je rentre dans la cour et je vois les bourgeons au châtaignier. Je monte les 3 étages, je rentre, je vais à sa porte, et elle est morte. Elle est morte, et je dis, elle est morte quand? Et ben, elle est morte ce matin. Et c'était le matin où il y avait eu les bourgeons, et voilà. Donc, cette femme qui se mettait du rouge à lèvres au cas où ils reviennent. Elle avait perdu la tête, et son amant était parti et mort depuis bien longtemps, mais au cas où ils reviennent. Et tous les matins, elle se maquillait, elle mettait du rouge à lèvres. Voilà, des rencontres incroyables qui, pour moi, sont simplement que, d'une façon ou d'une autre, la vie est là jusqu'au bout. Et puis il y a cette... après, moi, je suis pas dans... Là, j'évoque des choses qui m'ont été partagées, dont j'ai été témoin, mais après, il y a ces moments où il y a plus de communication, en tout cas visible, hein, et où parfois on voit la vie s'éteindre doucement, quoi. La peau qui se dessèche, le rose qui se marbre de bleu, et c'est juste ça qui se passe en face de soi. Et moi,
me pose la question, donc je réponds. Ça, c'est des moments que j'ai en tête, quoi. Je les vois, ces moments-là. Où cette personne prisonnière avec les flics devant et où on rentre et qui a fait partie des gens que j'ai vus mourir. Et où je me dis, c'est incroyable, quoi, qu'au lieu de mourir dans une prison, cette personne est passée 3 semaines en dehors d'une prison pour être là avec toutes ces équipes qui l'ont entourée pour qu'elle parte aussi paisiblement que possible. Donc, des expériences et des souvenirs, il y en a, il y en a toute une richesse. Et enfin, ça me parle beaucoup ce que vous dites, mais ce que je vois, c'est qu'il y a enfin, ce que je ressens, même moi qui ai vécu beaucoup de temps en soins palliatifs, il y a un énorme paradoxe entre ce qu'on vit dans les unités de soins palliatifs, en tant que soignant, que bénévole, ou que famille ou patient qui ont été accompagnés par des équipes formidables, et ce que la société, et l'image que la société en a. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer. Qu'est-ce que vous diriez sur ça ? Comment on explique ça ? Je pense que ça mériterait sûrement une grande discussion et que chacun peut avoir sur ce sujet un avis. Mais moi, je vois au moins quelques trucs qui me paraissent assez clairs. C'est que notre société crève de peur vis-à-vis de la mort, quoi. Et d'une façon ou d'une autre, on a, j'imagine tous profondément, peut-être que c'est ça, la conscience et la condition humaine, l'idée d'une forme d'éternité, quoi, d'immortalité, que les rêves technologiques divers et variés semblent pouvoir permettre. Parce qu'on vit 100 ou 120 ans, là où on vivait 50 ans il y a seulement 70 ans. Donc, reculer la mort fait partie des possibilités que nos modes de vie, d'organisation, etc. ont permis. Deuxièmement, on ne meurt plus chez soi, pour plein de bonnes raisons. Je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, mais en tout cas, on ne meurt plus chez soi. Parce que les familles ne vivent plus ensemble, parce que c'est pas comme au village où les grands-parents étaient là et ils mouraient dans leur lit, et puis les enfants allaient mourir dans le même lit, et d'ailleurs c'était le lit où ils étaient nés, quoi. Non, c'est autre chose maintenant. Donc les structures familiales, sociales, etc. sont plus les mêmes, et du coup la mort est externalisée d'une certaine façon. Et puis, de nouveau, je pense que nous l'avons sciemment évacué. On raconte dans Chemin de traverse qu'à Bornéo, il y a des sociétés vernaculaires dans lesquelles on laisse la dépouille des aïeux au milieu de la pièce. Et comme il fait 80% d'humidité, elle se décompose. Et ce qu'il en sort est en tout cas reçu, transmis, etc., comme un bénéfice au reste de la famille. Donc, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis simplement qu'il ne faut pas s'étonner que quand on met si loin la mort de la vie, elle nous terrorise. Et enfin, je pense que lié à ça, et je ne sais pas où est la poule, où est l'œuf, etc., mais la science se bat contre la mort. C'est-à-dire que dans la médecine traditionnelle, y compris celle que moi j'ai un tout petit peu pratiquée en urgence en montagne à droite et à gauche, vous luttez contre la mort. C'est-à-dire que votre objectif en tant que soignant, c'est de maintenir la vie, que la vie gagne sur la mort. Et donc, pour plein d'équipes soignantes en médecine classique, quand la science n'arrive plus à sauver, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est pas du tout la démarche palliative. La démarche palliative, c'est de dire, bah non, l'issue c'est la mort, et le succès de la science, c'est de l'accompagner, d'accompagner la vie jusqu'au bout dans le maintien d'un bien-être autant que possible, et d'une justesse de l'approche de ce moment. Donc la science et la médecine en soins palliatifs ne luttent plus contre la mort. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une telle perception, c'est que la démarche palliative est quasiment antinomique avec la culture de consommation et de consommation de soi dans laquelle on vit, en tout cas dans nos sociétés, je ne sais pas si c'est occidental, mais en tout cas, voilà, tel que moi je vois les choses.
Ouais, donc je pense que l'explication, elle est là, et je pense, et c'est pour ça que je suis avec vous aussi, et que je soutiens Elébor et d'autres approches autour de la question de gestion palliative. Je pense que c'est une question de vie et de mort pour la société, de réapprivoiser la mort, de reprendre conscience qu'elle est là, quoi. Ouais, bon, ça, je vais m'arrêter parce que ça peut être très long, mais voilà. Non, mais on pourrait en parler des heures. Moi, ça me passionne. Mais justement, on peut dire quoi à quelqu'un qui connaît pas, qui a peur des soins palliatifs? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Parce que moi, même autour de moi, j'ai eu des proches, voilà, ils connaissent mon histoire, ils savent que je connais les soins palliatifs. Et en fait, c'est pas si simple que ça de leur dire, bah, c'est jamais trop tôt pour aller parler à ces gens-là. Et c'est hyper compliqué de trouver les bons mots. Ouais. J'ai pas de solution à ça. C'est-à-dire que quand les personnes entrent en soins palliatifs parce qu'elles ont été hospitalisées, la réalité c'est que bien sûr ça se fait quand c'est possible en accord avec les proches et si possible avec la personne. Dans l'unité dans laquelle j'étais, c'était beaucoup des gens qui étaient en coupure de lien social, parfois en grande précarité économique et sociale, des gens qui étaient dans la rue, comme je le disais, des immigrés qui étaient seuls. Et donc, dans ces cas-là, c'était les services de l'hôpital ou d'autres hôpitaux qui appelaient parce qu'ils considéraient que ça relevait désormais de la médecine palliative. D'où le déni de la personne qui arrive et qui se demande où elle est et pourquoi elle n'est pas soignée, etc. etc. Donc, j'ai aucune clé à proposer sur comment se fait cette bascule de conscience, quoi, cette acceptation. Et je l'ai vu, y compris dans des proches, enfin avec des personnes proches, dans ma famille, pas directe, mais pas loin aussi. On est souvent d'ailleurs, en tant qu'aidant proche, très 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 mal placé pour provoquer cette prise de conscience. Très mal placé. Et c'est là que je pense que c'est important que la culture palliative, les structures palliatives, soient autant que possible rattachées et reliées à des services de cancéro, etc., de façon à ce que l'offre palliative soit proposée par la médecine et pas par les proches, bien évidemment, accompagnée par l'approche, etc., mais pas proposée par les proches. C'est très compliqué sinon. Je voudrais revenir sur la notion de vulnérabilité. J'ai une réponse à cette question, mais est-ce que vous avez déjà été dans une situation de vulnérabilité? Dans le livre, vous en parlez de une très forte. C'est la rencontre d'un animal. Ah oui. Je ne sais pas si... est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de celle-là ou d'autres, parce que celle-là, elle est inattendue par rapport aux propos, mais voilà. Est-ce que vous avez été dans des situations de vulnérabilité et comment vous avez géré cela? Ouais. Donc celle à laquelle vous faites référence, j'imagine, c'est ce que je raconte dans Ouvrir une voie. C'est la rencontre avec un loup. 5h du matin, plein hiver, il fait nuit, il va faire nuit jusqu'à 8h30 du matin, donc c'est très long. Et je suis en ski de rando, je monte dans un refuge, je traverse une forêt, et dans la forêt, en m'arrêtant, je vois les yeux du loup. Il est pas loin. Et ouais, moi, je me suis senti en situation de grande vulnérabilité. Et c'est très marrant parce que, enfin, marrant, je sais pas, mais c'est parce que je sais intellectuellement que je n'ai pas de crainte à avoir du loup, a priori. Enfin, statistiquement, tout le monde le sait, etc. Et c'est pas la première fois que je pensais au loup. Moi, c'est des animaux que, pour plein de raisons, qui m'intéressent, on va dire, y compris dans leur relation avec le pastoralisme, etc. etc. Donc, c'est des... Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai été saisi par quelque chose de plus fort que moi. C'est mon cerveau reptilien là, qui a réagi et qui se met en situation de gérer ce stress-là. Donc oui. Mais après, je la ressens et d'une certaine façon, je la recherche en limite aussi dans la grimpe. Quand vous êtes loin au-dessus d'un point de protection et que le suivant pensait qu'il est encore dans 2-3 mètres, bah là, il y a quelques mètres de vulnérabilité parce que la chute,
elle est le double de la distance de ce qui vous sépare, quoi. Et donc, il y a une traversée d'une période dans laquelle ce qui se retrouve pour moi, c'est vrai aussi dans les décisions perso, dans les décisions, c'est d'arriver à aller chercher cette zone en moi dans laquelle je respire, quoi, dans laquelle je suis, dans laquelle ce qui est en train de se dérouler, c'est ce qui est appelé à se dérouler, et de le traverser comme ça, pour évacuer le stress inutile lié à ça, et voilà, et se concentrer sur les choix et la mise en œuvre de la gestion de cette vulnérabilité, en particulier quand elle est temporaire, quoi. Et donc, dernière question, parce que du coup, aucune idée de si on était hors sujet par rapport à la thématique du soir, mais on n'a pas trop parlé de ce qu'est être un bon dirigeant, mais peut-être du coup ce sera ma dernière question. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit là ce soir, en quoi toutes ces expériences justement elles vous ont aidé à être même je pense qu'on peut plus parler de bon leader, en quoi ça vous a aidé sur cet aspect? J'ai envie de dire à la fois je sais pas et en tout, parce que évidemment dans cette expérience des soins palliatifs le vendredi, il y a une rémanence, quoi. C'est pas juste le vendredi je referme et puis je retourne faire des équations. Je veux dire, c'est là. Mon frère, il est là, il me manque, mais il est là. La montagne, elle me manque, mais elle est là. C'est Amélie Nothomb qui a dit un jour, et ça m'a beaucoup marqué, ce n'est pas le Japon qui m'a défini, c'est le manque du Japon. Ben moi, c'est pareil avec la montagne, c'est pareil avec mon frère, c'est pareil avec plein de choses dans ma vie. Et donc, ces creux-là qui se sont creusés, je pense que ça génère une capacité de connexion avec les réalités, avec des problématiques, avec des gens que vous n'êtes pas formé à rencontrer à l'X, ni à HEC, ni dans les conseils d'administration des grandes boîtes du CAC 40. Ça se saurait. Donc, je ne sais pas si on peut dire un bon dirigeant, mais pour moi, il n'y a pas de différence entre la façon que j'ai eue d'exercer du leadership, que ce soit avec 10 personnes ou avec 100 000, et tout ce qu'on vient de se dire ce soir. Je suis une seule et même personne. Moi, je n'ai pas 36 vies. Hein. Donc, voilà. Et un des trucs sur lesquels vraiment, moi, comment dire, j'ai été tellement vacciné par ce que j'ai vécu à 26 ans dans des OPA entre l'Angleterre et la France, que le pouvoir, l'argent et la gloire, je sais, j'ai vu autour de moi combien ça coûte. Et combien ça coûte non seulement aux organisations, mais combien ça coûte aux gens qui en sont prisonniers. Voilà. Et donc quand, en pleine crise Covid, plus activiste, Léa Salamé me pose la question sur RTL en novembre 2023, alors qu'on est en train de lancer un plan de transformation de la boîte dans lequel malheureusement il y a des licenciements importants, non pas dans les usines parce que j'ai voulu les protéger, mais dans les couches de management. Elle me dit, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre job? Et je lui dis non, j'ai peur de mal le faire, c'est tout. Mais c'est juste la réalité, quoi, parce que ça ne m'intéresse pas, moi, d'être patron. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer les choses. C'est de faire bouger les choses, que ce soit avec des entreprises, avec ce que je fais aujourd'hui, ce que je faisais avant et ce que je fais encore à côté, et ce que je ferai peut-être demain. C'est de vivre, quoi, pleinement. Et au fond, toutes ces rencontres, pour moi, ça a été, et toutes ces expériences qu'on a citées, c'est un enrichissement absolument incroyable, qui est invisible, mais qui est là, immanent. Et j'espère que ça m'a aidé à grandir en liberté. Voilà, donc c'est un chemin qui se poursuit tous les jours. Merci. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Allez. J'en ai encore d'autres, mais j'ai pas le droit, je crois. À nous tous, alors. Mais du coup, on peut prendre des questions de la salle. On va faire passer un micro. Ouais, super. Bonsoir, merci beaucoup. C'était très intéressant votre échange. Moi, ce qui me frappe un peu, bon, j'ai que 27 ans, donc je ne connais pas encore très bien le monde de l'entreprise.
mais je trouve que je m'oriente plutôt vers le privé pour l'instant et je trouve qu'il peut y avoir un côté très dur en fait de l'entreprise qui doit faire du profit, même s'il peut y avoir un aspect social comme les entreprises sociales par exemple. Et du coup, quand on est en entreprise, on n'est pas forcément la même personne justement qu'on est en dehors, dans le privé, dans notre sphère personnelle, quand on fait des activités pour les autres, ou en famille, ou avec ceux qu'on aime. Et justement, quand on devient un grand patron, est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez dû faire des concessions sur peut-être cette part d'humanité ou de gentillesse ou de bienveillance qu'on sent que vous voulez continuer à cultiver, mais qui me paraît encore du haut de mes 27 ans difficile? Oui, bien sûr. Alors d'abord, je crois vraiment, vous avez dit gentillesse, je ne crois pas du tout être gentil. Franchement, hein. Je pense que je suis super exigeant, je le suis avec moi-même et je le suis avec les autres. Et en tant que manager, je le suis pas, comment dire, c'est très facile d'être gentil, mais c'est mentir aux gens. Moi, je ne dis pas les choses parce qu'il y a ce bouquin de Thomas d'Ansembourg qui dit cessez d'être gentil, soyez vrai. Moi, ce qui m'intéresse, quand je fais du feedback, c'est pas pour être gentil avec les gens. Les gens me disent merci, c'est gentil, mais non, c'est pas vrai. Je te dis pas ça parce que c'est gentil. Je te dis ça parce que c'est vrai. Et c'est nécessaire pour moi de te dire ça si je veux aussi te dire que là, moi j'ai 20 ans d'expérience de plus que toi. Si tu veux que ça marche, il faut plutôt que tu fasses comme ça que comme tu viens de faire. Et c'est comme ça que les gens grandissent, quoi. C'est pas en étant gentil avec eux, c'est en étant vrai avec eux. Donc je suis pas un type gentil. Ça se saurait si c'est... Non mais vraiment. Et c'est fondamental, je pense, dans le management, parce qu'il y a tellement de gens qui confondent ça. Et alors là, et c'est parti, alors là, ça part vraiment dans des boucles qui sont compliquées, et qui vont même jusqu'à de la manipulation, etc. etc. Donc voilà. Le deuxième sujet, c'est que vous avez dit un mot qui pour moi qui est essentiel, c'est concession. Moi, mon mot pour dire concession, c'est compromis. Il est impossible de construire quoi que ce soit de collectif sans compromis. La vraie limite, c'est la limite entre les compromis et les compromissions. Donc des compromis, vous ne pouvez pas être dirigeant, vous ne pouvez même pas être dirigeant de votre vie, à mon avis, sans faire des compromis. En permanence. C'est ce qui frotte les convictions, c'est ce qui frotte ce qu'on croit savoir avec la réalité et une altérité de quelqu'un d'autre. Et donc c'est un enrichissement, le compromis. Il ne faut pas se dire que ça abîme, c'est un enrichissement, c'est frotter à la réalité. La compromission, c'est autre chose. Et là, il n'y a que vous qui pouvez mettre la limite. Et dans ce cas-là, vous partez ou vous avez été enchaîné, ou vous vous êtes laissé enchaîner pour d'autres raisons. Et il y a plein de gens qui restent et qui sont dans la compromission pendant toute leur vie professionnelle. Voilà. J'en ai rencontré plein. Mais c'est un choix. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un système. Je ne crois pas qu'on puisse se dire « je le fais parce que tout le monde le fait ». Non. Il y a un embouteillage, je ne suis pas dans l'embouteillage, je suis l'embouteillage. J'y suis, je suis avec ma bagnole, je l'ai prise ce matin. Donc non, il n'y a pas de système, il y a moi. C'est exigeant, hein, ce que je dis là. C'est pas gentil. Mais je pense que c'est le prix à mettre sur la table pour rester libre et vous construire vous-même. Donc voilà, que ce soit en entreprise ou ailleurs, alors je voudrais vraiment vous dire, le privé, c'est parfois le moins pire. Hein, parce que dans l'administration, il n'y a même pas de RH, souvent. Si vous pensez que la valorisation des personnes, à plein d'égards, ne se fait qu'à l'ancienneté, si vous pensez que ça, c'est une solution copiable partout, ce qui est le cas dans pas mal de situations dans la fonction publique, ben, ça a des avantages, mais il faut comprendre aussi que ça vient avec d'énormes difficultés de reconnaissance, l'égalité et l'équité, c'est quand même très, très, très différent. Et de nouveau, ça suppose un peu de courage de parler d'équité. C'est quels sont les besoins de chacun et pourquoi, et comment j'ajuste. L'autorité, c'est faire grandir, hein, c'est comment j'ajuste en tant que patronne, patron, la taille du travail, sa tâche, etc., à la capacité de chacun à chaque moment. Ben ça, quand vous êtes dans un carcan qui vous dit
de toute façon, vous êtes indice machin et vous le resterez jusqu'à ce que vous passiez tel concours dans 5 ans et je sais pas quoi, et si vous ne le passez pas, ce sera comme ça, et dada, et que vous avez un parcours dessiné sur 30 ans dans la vie d'aujourd'hui, enfin, ça veut dire quoi? Donc, voilà. Les ONG, c'est pareil, j'y suis passé, j'en finance un certain nombre, je peux vous garantir que la gestion RH dans les ONG, c'est pas simple non plus. Donc, c'est les bisounours nulle part. Hein. Et oui, évidemment, quand une entreprise... quoi, il y a des comment dire, la recherche d'efficacité des entreprises les conduit, pour un certain nombre d'entre elles, pour peut-être beaucoup, peut-être tout à un moment ou un autre d'ailleurs, à des comportements sur le plan humain, social, etc., qui sont de mon point de vue pas acceptables. Donc c'est là qu'il y a la question du compromis et de la compromission. Hein. Je pourrais être très long là-dessus, mais je vais arrêter. Mais c'est juste pour dire, restez si vous pensez que vous construisez quelque chose et décidez de partir le jour où vous comprenez que c'est plus pour vous là, quoi. Et je sais que c'est de nouveau, vous pouvez avoir d'autres priorités. Vous pouvez avoir 2 gamins, vous pouvez avoir un projet d'acheter une maison avec votre mari ou votre femme. Vous avez, enfin, il y a plein d'autres priorités dans la vie. Hein, donc il faut aussi arriver à comprendre que les compromis et les compromissions, c'est pas forcément la même chose à tous les moments dans la vie non plus. Hein, c'est le discernement de chacun, ça. Bonjour, Philippe Deroux, je suis directeur d'ONG, justement, et je mets de l'eau dans les bidonvilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet de loi qui arrive en janvier sur la fin de vie. Comment quel levier, avec votre expérience politique, vous pensez pouvoir actionner, et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour faire changer un peu la culture là-dessus? Oui, je ne suis pas super bien placé pour répondre à cette question. D'abord, aujourd'hui, je ne suis pas basé en France, je suis basé à Francfort, et donc je suis en France régulièrement, mais pas super fréquemment, ou fréquemment, mais pas très régulièrement. J'ai été amené à participer à Lyon à aussi une discussion autour de ce projet de loi. Pour le dire de façon simple, pour moi, les choses ne sont pas blanches et noires, et la question de l'interruption de la vie, je pense qu'elle se pose déjà, sauf que ce n'est pas les mêmes leviers, que ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui les actionnent, ces leviers. Elle se pose dans les services d'urgence, dans les services de réanimation, dans lesquels il y a un moment où l'équipe médicale décide d'arrêter. Et elle se pose évidemment en soins palliatifs. Moi, j'ai été témoin, et parfois, on m'a demandé, non pas mon avis du tout, mais simplement ma contribution à des discussions de transmission d'équipe sur des situations où se pose la question d'arrêter même le soin palliatif, la nourriture, même l'eau. Et c'est des réalités, ça, hein, de la vie en soins palliatifs. Donc, se dire qu'il y a une forme de tabou sur la décision d'interrompre la vie, je peux le comprendre sur le plan spirituel, mais la réalité, le compromis, c'est que ces décisions se prennent. Et donc pour moi, la vraie question, c'est quelle est la gouvernance de ces décisions, et deuxièmement, quelle est la culture à l'intérieur de laquelle elles se prennent. C'est-à-dire que prendre des décisions qui permettent à des personnes d'interrompre leur vie ou à leurs proches de les aider à le faire, en l'absence d'une culture palliative. Alors ça, moi, je crois vraiment que c'est un drame de société, quoi. Parce que je l'ai vécu moi-même. Combien de personnes qui étaient dans le déni, le refus, et qui, d'ailleurs, pour certains, demandaient que leur vie s'interrompe. Et qui, 15 jours, parfois 3 semaines après, 1 mois après, partaient naturellement, et j'ose le dire, quoi, plus apaisés, en paix, je ne sais pas comment dire ça. Je l'ai vu, mais tellement de fois, sur les 200 expériences que j'ai eues, c'est un tout petit échantillon. Donc voilà, pour moi, l'essentiel dans ce débat, c'est de changer de perspective et de rentrer la perspective palliative en contexte d'une réflexion sur les leviers d'éventuelles interruptions ou de décisions d'interruption de la vie. Mais c'est une perspective super personnelle. Vous disiez, c'est quoi les leviers politiques? Moi, je ne me suis pas exprimé sur ce sujet-là. Je m'exprime là quand on me pose la question, mais
Ouais, et voilà. Peut-être qu'on écrira des choses, j'en sais rien, mais... Ouais. Bonsoir monsieur, je m'appelle Louise, je reviens un petit peu sur le sujet de la vie en entreprise. La question que je voulais vous poser, c'est dans quelle mesure aujourd'hui vous vous dites que finalement votre personnalité, votre volonté de placer l'humain au cœur de votre vie a toujours été une force dans votre vie professionnelle et n'a pas été une vulnérabilité. Parce que je me demande aujourd'hui, voilà, comment vous avez fait pour arriver à ce stade-là chez Danone, tout en gardant votre cap et votre personnalité. Merci Louise pour cette question. Vraiment, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de modèle, c'est pas réplicable et c'est à réinventer par chacun. Et que être patron de multinationale, c'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire que les gens qui se disent que c'est un objectif en soi, je considère qu'ils sont dangereux. Et il y en a plein, trop. Beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Et donc, je sais pas comment dire, moi j'ai jamais souhaité l'être, on me l'a proposé, j'ai demandé 3 semaines de réflexion avant de dire oui, je suis parti grimper en montagne avec des copains qui savent à peine ce que je fais en dehors de ce que je fais en montagne avec eux, et je suis revenu et j'ai dit oui. Mais c'est moi, parce que c'était ma vie, j'avais mon frère, je serais devenu très con sans mon frère, hein, c'est sûr. Je suis sorti d'HEC, j'étais dans les meilleurs salaires de sortie, je suis parti dans la banque d'affaires, on négociait des OPA, enfin, voilà, j'aurais pu acheter plusieurs voitures, plusieurs machins, plusieurs trucs, et c'est le début de la fin, quoi. C'est le début de la régression, on revient à l'âge de 6 ans, là, où on a besoin de tous les biberons. Bon, ben voilà, mais c'est ma vie. Donc la seule chose que je pourrais vous dire, c'est faites en sorte vraiment de rester libre de ça, quoi. Libre, libre, libre. S'il vous est, entre guillemets, donné, si la vie vous donne votre participation à cette grande aventure collective de la vie, c'est de passer un moment de votre vie à gérer des très très grandes organisations, quelles qu'elles soient politiques, ONG, publiques, administration ou entreprises. Peut-être, je dirais même pas tant mieux, peut-être. Ça vient avec tellement de sacrifices et tellement d'emmerdes, je peux vous assurer que... Non mais, je veux dire, moi j'ai grandi 22 ans dans cette boîte. Je suis devenu patron et je l'ai été j'étais vice-président pendant 10 ans, j'ai été ensuite directeur général et ensuite directeur général et président. Au fur et à mesure, les gens ne parlaient plus dans l'ascenseur. C'est-à-dire, je rentrais dans un ascenseur, les gens se taisent. Les gars, on s'est connus il y a 10 ans, on faisait plein de trucs ensemble, quoi. Et des gens qui ont grandi dans l'organisation autour de moi, il y en a plein aussi. Et les gens se taisent, ils vous disent plus la vérité. Ils vous disent plus la vérité, soit parce qu'ils vous craignent, et ils ont sans doute raison, parce que je ne sais pas tout, je fais des conneries comme tout le monde, j'essaye d'en faire moins, mais voilà. Soit parce qu'ils vous aiment trop, et qu'ils vous disent, non, Emmanuel, il y en a déjà tellement, on va pas lui dire, quoi. On va essayer de gérer ça sans l'emmerder. Donc, le pouvoir, ça isole. L'argent, ça isole. Il en faut absolument, hein, mais au-delà d'un certain niveau, ça isole. C'est évident, c'est clair. Il suffit de le regarder en face. Et la gloire, je vous en parle même pas. Et donc, ouais, peut-être que vous serez appelé à ça, et tant mieux si vous y arrivez en ayant pris conscience de tout ce dont on parle là, parce que là, vous ferez un travail qui peut-être transformera, quoi, hein, et peut-être inspirera d'autres, etc., etc. Donc, j'ai pas de chemin prédéfini. Moi, ce que je sais, c'est que sans mon frère, j'aurais sûrement pas fait ce que j'ai fait là. Et donc, c'est qui votre petit frère? C'est qui, là où vous allez chercher cette altérité, ce qui fait que c'est votre musique à vous et pas le grand saint de soin qui vous guide, quoi. Oui, merci beaucoup. Jérôme Lacaille, moi j'ai dirigé des banques, mais c'était des banques de détail. Et là, je fais une petite pause. Et vous nous avez parlé très brièvement de votre expérience spirituelle. Est-ce que vous accepteriez de développer un tout petit peu l'importance que peut avoir la vie intérieure, d'abord dans votre vie professionnelle, puis dans votre vie aujourd'hui? Ouais. Oui, je vais le faire avec mes mots. Comme je l'ai dit, moi j'ai eu
le privilège de vivre une expérience spirituelle à 6 ou 7 ans sur une paire de skis un matin à 9 h du matin. Ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté. Je peux réaccéder à ce moment intérieurement. J'ai eu d'autres moments je sais pas quoi, d'ouverture spirituelle dans ma vie. J'ai en même temps plein de questions. J'ai été élevé dans la foi chrétienne, mais j'ai rencontré l'islam quand j'avais 14 ans en Algérie. J'ai trouvé incroyable cette religion à plein d'égards. J'ai habité en Chine et j'ai rencontré d'autres formes de spiritualité. Ce qui m'habite aujourd'hui, c'est que alors je vous le dis comme ça, je pense que l'âge de la sagesse, je ne sais pas si je l'atteindrai jamais, je me sens plus gamin aujourd'hui encore qu'il y a 30 ans, mais c'est un âge de vie intérieure, quoi. C'est cet âge où, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, quand l'amandier fleurit, c'est une espèce d'âge où la vie est intérieure. Je commence à vivre la montagne intérieurement. Il y a un alpiniste qui s'appelle Lionel Daudet qui a écrit un bouquin qui s'appelle La montagne intérieure. La montagne m'habite, j'y suis intérieurement. Et la montagne, c'est un lieu de spiritualité pour moi. C'est un lieu où je retrouve le lien avec l'essentiel, avec l'unique, avec un grand U, avec l'universel. Ce lien qui est le début d'une relation, pour moi, d'une vie spirituelle, quoi. Et après, chacun peut, j'imagine, la vivre, l'intégrer dans une dimension de religiosité en fonction de qui on est, où est-ce qu'on a grandi, etc. Qui sont, voilà, donc, ouais, la vie intérieure, pour moi, elle est absolument essentielle, en fait. Elle est absolument fondamentale. Et chacun s'y reconnecte avec ses propres prises d'une façon ou d'une autre. Mon frère a passé les 3 dernières années de sa vie dans un parcours, on peut dire, d'oblature dans une abbaye bénédictine des Hautes-Alpes, quoi, voilà, où j'ai des frères là-bas et j'ai des... Ouais, ça calme, quoi. L'art roman et le grégorien. Ça calme. Merci pour votre question. Bonsoir monsieur. Bonjour. Moi je m'appelle Alix et je travaille dans une entreprise qui accompagne les sociétés sur les sujets de santé mentale. Et le sujet de la liberté que vous avez beaucoup évoqué, moi quand je vous écoute j'ai l'impression que votre expérience avec votre frère, avec en soins palliatifs, etc., ça a augmenté et protégé votre liberté par rapport aux choix que vous faites dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous croyez que cette liberté, elle peut se transmettre aux personnes qui travaillent avec nous parce que je trouve que dans le monde de l'entreprise, enfin en tout cas, moi c'est mon cas, on est beaucoup entouré par des personnes qui ont l'impression d'être prisonnières ou qui vivent leur job, leur quotidien, comme qui subissent ou qui se sentent partie d'un système, comme vous disiez. Est-ce qu'il y a une façon de transmettre cette liberté-là aux personnes avec qui on travaille? Si je fais court, je pense que oui, en fait. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un système, personnellement. Je pense qu'on s'y laisse enfermer pour plein de très très bonnes raisons, de nouveau. Mais il n'y a pas de système. Et je trouve que quasiment la seule façon de transmettre cette liberté, c'est d'en témoigner et de l'utiliser. Quand, en 2002, je suis directeur financier de cette entreprise et je vais voir mon patron et je lui dis je voudrais prendre mes vendredis après-midi pour faire quoi? Pour aller faire des soins palliatifs. J'utilise cette liberté. Toute mon équipe, moi j'avais choisi d'être à l'époque déjà en open space et j'avais des personnes qui me reportaient directement autour de moi et puis toutes les équipes, là on avait tout un plateau, en finance on était quand même quelques centaines.
Et il me voyait prendre mon sac et mon bagage à midi ou à 11h30 le vendredi. Il savait où j'allais. Et je pense que du coup, ça ouvre des espaces de liberté, quoi. Ça dit, si Emmanuel il fait ça, j'ai le droit de le faire. Et j'ai incité les uns et les autres à venir dire de quoi ils ont besoin. Voilà, donc je pense que c'est en utilisant cette liberté qu'on la communique. Ça a été vrai aussi pour mon frère. Quand je suis rentré chez Danone, j'ai dit, moi je veux avoir 8 semaines de congé. Puis ils m'ont dit, non, 8 semaines, non. J'ai dit, c'est pas grave, je ne rentrerai pas chez Danone. Ah, si, quand même, on voudrait que vous veniez. Et je voulais 8 semaines de congé parce que je savais que j'aurais des crises à gérer avec mon frère, que je voulais pouvoir... voilà. Et c'est là qu'il y a la question des compromissions et des compromis. Je l'ai fait moi parce que j'ai estimé que c'était ma liberté. J'aurais pu ne pas avoir ce job. Parce que pour moi, ce job ne valait pas de me couper de mon frère. Et de nouveau, en faisant ça, c'est devenu une blague. On est devenu très copains avec le DRH de l'époque, qui m'a recruté, qui m'a dit « Ouais, tu m'as mis le pistolet sur la tempe, nanana. » N'empêche que... Je le dis parce que c'est public. Donc vous ne le répétez pas, mais c'est public. Non, mais au sens de... Cette personne et sa femme ont 3 enfants autistes. Ça s'est passé après. Ils ont fait une fondation qui travaille sur l'autisme. Et je peux vous assurer que ce que j'ai fait avec mon frère, ça a aidé la mise en place de ça. Et il ne le savait pas, et moi non plus. Mais c'est ça qui s'est passé. Parce qu'entre-temps, moi, j'avais fait mon petit fonds de dotation, et je les aide aujourd'hui, et ils nous aident sur d'autres trucs. Donc, c'est communicatif, la liberté. Pour moi, c'est même quasiment le premier truc qu'il faut qu'on fasse pour faire bouger les choses. C'est respirer au rythme auquel on a besoin de respirer, quoi. Et ça se voit dans la façon dont vous êtes ensuite dans l'entreprise, quoi. Il ne faut pas s'en cacher. C'est ce qui fait votre richesse. Et c'est cette richesse qui va faire que d'autres se mettront aussi à s'autoriser cette forme de liberté. Claude Grange, médecin en soins palliatifs. Faut-il toujours avoir eu ou vécu un traumatisme pour être moins con en entreprise? Oui, j'avais compris. C'est très bien comme question. Moi, je pense que oui. Enfin, je pense que d'ailleurs, c'est pas vrai seulement en entreprise. C'est vrai tout court, quoi. Je pense que... Enfin, je vois pas comment on peut ne pas être... Enfin, je veux dire, c'est dur de pas être con quand on n'a pas eu de traumatisme. On apprend que de ses échecs. Tu posais la question de la vulnérabilité. Enfin, moi, c'est dans la vulnérabilité qu'on commence à comprendre des trucs, à se reposer des questions, et du coup à générer à construire une empathie qui n'est pas factice, qui n'est pas intellectuelle, qui est juste née du fait qu'on est de la même... on est de la même... je sais pas quoi, mais de la même essence quand on est dans la vulnérabilité. Et donc, je pense que accepter de rentrer dans ces expériences de vulnérabilité, c'est essentiel pour grandir. Ouais. C'est essentiel. C'est essentiel, même pour la construction d'un enfant, quoi, je pense. Voilà, c'est encore sans doute un autre sujet, mais ouais. Donc, non, on ne peut pas faire l'économie de la vulnérabilité. Bonjour, Alexandre, 26 ans, je fais partie de cette catégorie de jeunes qui se posent énormément de questions et qui a du mal à faire des choix. Donc ma question elle repose un peu là-dessus sur qu'est-ce qui a guidé vos choix jeunes plutôt, parce que je me dis quand on a un peu plus de forcément je pense que la liberté vient aussi pas mal avec l'âge en fonction des responsabilités, de l'argent aussi potentiellement. Qu'est-ce qui a guidé vos décisions quand vous aviez 26-27 ans? Vous avez dit que vous avez commencé par la banque d'affaires. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas et qu'est-ce que vous recommanderiez à un jeune de mon âge? Ne vous dites pas que c'est plus simple à 45 ans ou à 50 ans, etc. Je pense que par certains côtés, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le pouvoir, l'argent et la gloire sont passés par là dans un certain nombre de cas. La gloire, elle n'a pas besoin d'être grande. Il suffit d'être sur LinkedIn, ou il suffit d'être le fils qui a réussi dans la famille, ou il suffit ça suffit à vous rendre prisonnier, quoi.
Et parce que vous avez été CFO, il n'est pas question que vous acceptiez un job de moins que CFO. Et parce que vous avez gagné tant, vous valez tant. Et si vous n'allez pas vers un job dans lequel vous gagnerez au moins le 1, vous êtes prisonnier. Donc, voilà. Et en plus de ça, entre-temps, vous avez acheté une maison, vous êtes marié ou pas, j'en sais rien, vous avez des gamins, des gens à charge, des machins, vous êtes prisonnier. Donc, c'est plutôt à 18, 20 ans, voire 25, que vous avez plus de liberté, de vraie liberté. En tout cas, vous avez moins ces éléments-là s'ils ne font pas partie de votre équation. Donc c'est un bon moment pour se poser aussi des questions. Ensuite, moi je crois pas à la logique, à une espèce de logique rationnelle de la façon dont on construit sa vie professionnelle. Je crois que l'intuition, l'envie, l'introspection que vous allez faire vous-même de vos envies profondes et pourquoi vous avez envie et de quoi, qu'est-ce qui vous met en vie, c'est quoi les principes qui sont non négociables pour vous, c'est quoi vos priorités aujourd'hui, pas pour dans 20 ans. Franchement, l'économie n'est plus linéaire. Elle l'était. Moi, j'ai démarré au milieu des années 80, voilà, début des années 90. Donc, l'économie, on pouvait encore avoir l'impression que ça allait être linéaire. Ce ne sera plus le cas. Vous aurez sans doute 3, 4 différentes vies professionnelles. Entre-temps, la transition climatique, j'espère qu'on va la commencer. La transition sociale, elle est urgente. Donc, les transformations qui arrivent dans les 10-15 ans qui viennent, c'est massif. On n'en prend pas du tout l'ampleur aujourd'hui. C'est un autre débat. Mais donc, regardez, non pas à un horizon de 25 ans, mais là, à 3, 4, 5 ans, ce que vous avez vraiment envie de vivre. Et choisissez en fonction de ça. Si vous êtes dans une entreprise dans laquelle vous vous sentez soumis à des compromissions, de nouveau, les compromis et les compromissions, ce n'est pas un absolu, c'est aussi à des moments, quoi. C'est une ligne de crête qu'il faut suivre en permanence. Et donc, si vous restez, moi, je suis resté dans la banque je suis resté dans le conseil pendant 2 ans pour apprendre. Au bout de 2 ans, je suis parti. J'aurais pu rester, je serais sans doute devenu partenaire, j'aurais gagné plein d'argent, mais voilà, j'avais envie de transformer et pas seulement de conseiller. Puis j'ai vu tellement des beaux rapports qu'on avait faits nuit et jour en y passant nos week-ends, passer à la poubelle pour des raisons de pouvoir, et rien de plus que ça dans les entreprises, parce qu'on nous avait demandé un joli truc simplement pour faire passer une décision ou au contraire éviter qu'elle ne passe, que bon, j'ai relativisé sur 2 trucs. Donc je suis allé en finance, parce qu'au moins en finance, vous avez l'impact immédiat de vos décisions. Vous faites une négo, elle marche pas, quoi. On fait un deal, il est dans le journal le lendemain ou il n'y est pas, quoi. Donc et puis c'était le moment où la finance allait changer le monde, c'était clair, et j'avais envie d'être du bon côté du marteau, comprendre comment ça marche et apprendre. Donc je suis resté pendant 4 ou 5 ans, et au bout de 3 ans, c'était clair pour moi, je voulais partir, rejoindre la vraie vie en entreprise, voire carrément autre chose. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'avais 26-27 ans, j'avais une très très grosse tentation d'aller être prof de philo en banlieue. Parce que j'étais persuadé que c'était à des âges bien avant ça qu'il fallait prévenir ce que j'étais en train de voir là dans mon quotidien. Puis c'est pas ça qui s'est fait, je suis devenu directeur financier d'une boîte, puis ensuite celle de Danone. Bon. Donc, vraiment quoi, comprenez pourquoi vous restez, qu'est-ce que vous investissez. Parce que je vais dire un truc quand même, c'est que si vous êtes là, c'est que j'imagine vous êtes ouvert à des trucs qui sont pas communs malheureusement dans notre société d'aujourd'hui. Si vous voulez la transformer, vous ne la transformerez bien que si vous la connaissez. À la fois, je comprends les startups, les entreprises sociales, etc. J'en soutiens plein, c'est une petite partie de mon activité aujourd'hui, etc. Et en même temps, il y a tellement de trucs à transformer dans la grosse partie du modèle lui-même qu'on a besoin de gens qui restent, qui ne démissionnent pas, hein, qui ne vont pas ramasser les fraises ou faire de l'agroécologie. C'est hyper important, mais il y a vraiment besoin de gens qui ont des talents et qui investissent dans la transformation du truc. Moi, si je n'avais pas été en banque d'affaires, si je n'avais pas été ensuite directeur financier, jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait ensuite. Parce qu'on m'aurait dit, ouais, mais c'est un doux rêveur, Faber, ou je sais pas quoi. On ne peut pas me dire ça, non. Je sais compter, je sais ce qu'on peut faire, demander à des investisseurs ou pas, à des assemblées générales ou pas.
Tout ce qu'on a fait, ça a été en général adopté à 99%, sur des trucs qui étaient supposés être impossibles. Ben, je l'ai fait parce que c'est un réglage, puis c'est un collectif autour de moi, bien sûr, c'est pas juste moi, mais parce qu'on avait appris ça. Et donc, la transformation de la finance, moi, j'y ai investi 15 ans de ma vie. Et ça prend du temps. Plus les trucs sont complexes, plus ça prend du temps. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase d'apprentissage et qu'il faut accepter que pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez avaler des couleuvres et vous faire emmerder par des trucs qui ont... Enfin, c'est chiant et tout ce que vous voulez. Mais vous apprenez, vous savez que vous êtes là pour cette raison. Et ensuite, une fois que vous avez ce bagage-là, sans perdre un instant la liberté que vous avez, il faut la cultiver à côté, etc., etc., vous allez pouvoir transformer le modèle, proposer des trucs au fur et à mesure que vous allez peut-être prendre des responsabilités ou créer vous-même un truc différent, quoi. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est les personnes. Moi, avant tout, ce qui a guidé mes choix, c'est des personnes. Ça a l'air tout con, mais il faut le dire. C'est pas les structures qui m'ont intéressé, c'est avant tout les aventures que je comprenais possibles avec des personnes que je rejoignais ou qui me demandaient de les rejoindre. Et j'ai pas changé beaucoup de patrons. J'ai eu peut-être 4 patrons dans ma vie. Jusque-là, quoi. C'est pas beaucoup. Et à chaque fois, des gens avec qui j'ai fait alliance pendant un temps pour un projet que je sentais possible parce que c'était eux et parce que c'était moi. Voilà. De nouveau, c'est pas des règles absolues que je vous donne, c'est juste un partage d'expérience. Merci. Je vous propose, je crois qu'il faut qu'on applaudisse tous Emmanuel.